Je ne suis pas un cinéphile. Pas dans le sens commun du terme. Mes souvenirs du premier film que j'ai vu au cinéma sont plutôt flous. Ma passion s'est révélée tardivement. Je n'ai pas de collection de tickets, pas beaucoup de livres, ni une collection de DVD chez moi. Au final, je ne saurais mettre les mots sur la naissance de cette passion qui m'anime. Mais un réalisateur y a contribué. Un homme qui m'a tout autant effrayé qu'émerveillé, qui m'a fait prendre conscience de la portée et de la puissance des images et des émotions. When you have a dream, and the dream isn't something you dream and then it happens, the dream is something you never knew was going to come into your life. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. But when you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face, this is who you are, this is what you must be for the rest of your life. Sometimes a dream almost whispers. And I've always said to my kids, the hardest thing to listen to, your instincts, your human personal intuition, always whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. And if you can listen to the whisper, and if it tickles your heart, and it's something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do. Encore aujourd'hui, avec une carrière aussi prolifique, je peine à comprendre comment il arrive à chaque fois à s'approprier et à transcender chaque genre cinématographique. Si je devais retenir qu'un seul film, le seul qui m'a véritablement heurté, un de ces premiers films que j'ai vus au cinéma, c'est La Guerre des Mondes. Raconté grâce aux images, Spielberg en est le maître. Il est un des réalisateurs les plus influents qui existent, le maître du divertissement. Sa capacité à nous éblouir presque unanimement à chaque fois relève de la fascination. Steven s'est attaqué à tous les genres et a insufflé ses codes, pour en faire des œuvres grand public, cachant une profondeur sans pareille. Si je dois citer l'œuvre de Spielberg que j'ai le plus regardée, je dirais Hook, une œuvre injustement sous-estimée. Il a bercé mon enfance et m'a permis de rentrer plus facilement dans le 7e art. Mais je pense que l'impact que m'a procuré La Guerre des Mondes était beaucoup plus fort, et surtout indélébile. Et j'ai du mal à me défaire de ce souvenir sinistre. Malgré un très bon succès au box-office, l'œuvre ne fait pas clairement l'unanimité. Et avec mon regard d'aujourd'hui, j'ai envie de le remettre en avant, comme un des meilleurs blockbusters horrifiques des années 2000. La Guerre des Mondes cache de nombreux secrets, qui en a bouleversé plus d'un. La Guerre des Mondes, c'est une œuvre mythique d'H.G. Wells, publiée en 1898. Un récit majeur de la science-fiction qui a connu de nombreuses itérations. La plus connue reste celle de 1938, une émission de radio animée par Orson Welles lui-même, qui narre cette histoire sous forme de bulletin journalistique. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but its face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. La première adaptation cinématographique date de 1953, avec une affiche que je trouve particulièrement magnifique. Considérée comme une des meilleures œuvres sur les invasions extraterrestres, elle a su s'implanter aisément dans notre patrimoine, à l'aide de ses effets spéciaux révolutionnaires. La Guerre des Mondes fait partie de ces œuvres qui se servent des invasions pour délivrer de nombreux niveaux de lecture, en dissimulant ainsi une critique de notre monde. En 1898, H.G. Wells se livre à une critique de la colonisation britannique. Le film de 1953 parlerait des travers de la Seconde Guerre mondiale en mettant en avant la force de la religion. Mais si nous faisons un bond en avant de 50 ans, pourquoi est-ce que Spielberg a voulu réaliser une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes ? Après une collaboration fructueuse suite à Minority Report, Spielberg et Tom Cruise veulent réitérer l'expérience. 3 projets sont proposés, mais l'idée d'adapter La Guerre des Mondes les attire. Spielberg collabore une nouvelle fois avec de nombreux amis, notamment David Koepp, qui réécrit le scénario proposé par Josh Friedman. Sauf que parallèlement, Spielberg travaille sur le projet Munich, et dû à l'annulation du début de tournage et au décalage de Mission Impossible 3,
Spielberg entame la réalisation. Un tournage de 2 mois un peu partout aux États-Unis, dont toute la teneur a été gardée secrète pour de nombreuses personnes. Et ce qui a perturbé le tournage, c'est Tom Cruise et la scientologie. Influencé par ce culte, Tom Cruise engendra de nombreux problèmes pendant la production et lors des promotions télévisuelles, entachant grandement leur relation avec Spielberg. Une fin tragique pour une collaboration pour le coup assez exceptionnelle. Le film sort le 6 juillet 2005 et devient le 4e plus gros succès de l'année, avec de très bons retours critiques à l'époque. Même s'il est considéré comme étant un des meilleurs films des années 2000, il n'en reste pas moins critiqué et fait partie des projets de Spielberg les plus sous-estimés à mes yeux. C'est pourtant une de ses œuvres les plus personnelles. Ray est manutentionnaire dans le New Jersey. Un matin, son ex-femme vient déposer les enfants pour le week-end. Une certaine relation houleuse anime la famille décomposée. Le jour même, un orage éclate et provoque des phénomènes inexpliqués. Et c'est dans un silence de mort qu'émergent du sol des énormes machines aux intentions belliqueuses. Elles attaquent et annihilent tout ce qui se trouve sur leur passage. Ray, traumatisé, se sauve et embarque ses enfants pour les emmener à Boston près de leur mère. Ils feront tout pour survivre et feront face à l'atrocité de l'humain. Si Spielberg a accepté le projet, c'est parce que le scénario le touchait particulièrement. Ils ont, avec le scénariste, incorporé des thématiques qui lui sont chères et qui lui permettent de délivrer un message fort. Comme H.G. Wells, Spielberg apporte une violente critique à travers son film. I wouldn't have done War of the Worlds had it not been for 9/11. Because War of the Worlds is analogous to 9/11, an event in our American culture. La guerre des mondes est une métaphore de ce traumatisme. La guerre des mondes est un pamphlet contre le 11 septembre et la guerre en Irak. Cet événement a changé à jamais la façon de faire d'Hollywood, et de nombreux films en seront impactés. Du documentaire le plus engagé à la simple suppression de plans dans une bande-annonce, tout en passant par l'hommage subtil, ou même l'engagement patriotique. Spielberg est pacifiste. Marqué par cette période, il veut montrer cette peur qui anime toute la population, mais jamais de manière frontale. De 2004 à 2006, il va réaliser 3 films, qui de manière à la fois équivoque ou subtile, va traiter de ce traumatisme. La comédie Le Terminal part de la peur de l'autre qui s'est emparé du public. Munich va critiquer, à travers un événement historique, le conflit qui sévit en Irak. Avec La guerre des mondes, Spielberg s'empare de la science-fiction pour symboliser l'horreur de cette attaque. Un nouveau tournant obscur montrant qu'il arrive aisément à alterner entre les registres légers et sombres. Ce n'est pas un film de guerre, c'est un film catastrophe, mais surtout, un film de survie. Où Spielberg aborde ses thématiques phares pour nous frapper davantage. Le but est de nous impliquer dans un conflit qui semble loin de nous, mais qui en réalité n'a jamais été aussi proche. Nous sommes loin d'Independence Day. L'héroïsme ne sera jamais mis en avant. La force des États-Unis ne sera jamais déterminante. Pas de plan monument, pas de bâtiment célèbre détruit, rien de cliché ou de stéréotype. On implante cette invasion dans un contexte ordinaire, car l'horreur naît du quotidien. Spielberg montre à quel point l'homme sera impuissant face aux tripodes, ne servant que de réserve de carburant pour eux. This is not a war any more than there's a war between men and maggots. This is an extermination. Il anime ce traumatisme autour de scènes cauchemardesques et marquantes, tout en incorporant d'autres symboles historiques. On peut citer la référence à la Shoah avec le train enflammé, ou la foule paniquée qui erre à tâtons dans une plaine déserte, rappelant le rapport de Spielberg avec le judaïsme. Mais c'est la panique et l'hystérie liées au 11 septembre qui ont influencé la narration et l'esthétique du film. Le visage de Tom Cruise couvert de cendres et de poussière, des vêtements qui volent, une rivière jonchée de cadavres jusqu'aux interrogations des héros. Tout porte à croire qu'ils subissent une attaque terroriste, comme avec les tripodes qui ne viennent pas d'une autre planète, mais qui sont enfouis sous terre, attendant le moment propice pour attaquer. C'est un mal endormi. Personne n'avait vu venir cette attaque. Personne n'y était préparé, et tout le monde était impuissant. La seule issue, c'est la fuite. Accompagné de cette impuissance, Spielberg montre une facette sombre de l'homme, prête à tout pour survivre, quitte à perdre sa propre humanité. Tous les personnages sont en conflit, soit par un manque de communication, soit à cause de leur ego, soit pour leur survie. Hormis la relation pleine de douceur et de respect entre Ray et Marianne, il n'y a quasiment aucune positivité dans ce film. La guerre des mondes est une œuvre foncièrement sombre, qui tente désespérément d'apporter une once d'espoir, mais en vain.
Certaines critiques ont considéré que le film était patriotique et pro-militaire. Je ne suis pas forcément de leur avis, car même si on montre que l'armée est entreprenante et passe à l'attaque, elle est totalement vulnérable et inefficace. Ce n'est pas eux qui ont réussi à détruire les tripodes, mais la nature elle-même. Des tripodes complètement effrayants face à leur intention jamais clairement montrée, et leurs pods presque monolithiques. Personnellement, je trouve qu'on perd légèrement de cette aura mystérieuse quand on dévoile le visage des aliens dans quelques séquences. Mais cette menace implacable reste effrayante. Ce qui rend le film déstabilisant, c'est son héros, qui n'est absolument pas un héros, un choix logique et judicieux. C'est à cet instant que le film prend un virage inattendu. Cet instant où l'œuvre se transcende et bouleverse le spectateur. Beaucoup reprochent le statut de personnage de Ray, mais à mon sens, il est parfaitement bien écrit et traduit tout ce que Spielberg veut transmettre à travers son œuvre. Il a toujours traité de l'enfance et de la famille sous des degrés différents dans ses films. Marqué par le divorce de ses parents et par sa relation compliquée avec son père, ces deux entités sont souvent confrontées, face à une incompréhension de l'une envers l'autre. Et Spielberg ne déroge pas à sa règle ici. Ray est montré comme quelqu'un de sûr de lui, qui prend les choses à la légère. L'américain moyen par excellence, un peu vantard mais qui est apprécié dans le quartier. Il ne semble pas investi dans son rôle de père au vu de sa relation conflictuelle avec son fils. Le réalisateur aborde une nouvelle fois la thématique familiale pour que le spectateur s'identifie plus facilement. Mais là où il nous prend un revers, c'est qu'il ne montre pas Ray comme quelqu'un de positif. Ray essaie comme il peut d'assurer son rôle de père mais n'y arrive pas, soit parce qu'il ne comprend pas ses enfants, ou parce qu'il est tout simplement impuissant et inadapté. Il essaie d'aider son entourage, mais en vain. Il essaie de rassurer ses enfants, mais cela ne marche pas. En bref, Ray ne peut rien faire dans cette situation, il est presque passif. Et quand il se met à pleurer devant ses enfants dans le resto-route, c'est déchirant. Parce qu'à ce stade du récit, Ray, excédé par tout ce qu'il a vécu, réalise qu'il ne peut pas protéger ses enfants. Ray est presque un anti-héros. Il n'accomplit presque rien de valeureux. Obligé de fuir, de se salir les mains, de laisser son fils partir, Ray subit les événements. Guidé par son envie irrépressible de sauver sa fille, il réussit à sortir in extremis des mailles du tripode. Cela en fait-il un héros ? Non, car comme le dit si bien Morgan Freeman lors de l'introduction, les humains sont faibles et sont voués à l'échec. Au contact de Ray, les autres personnages se montrent tous plus valeureux ou plus entreprenants. La mère, bien qu'enceinte, veut avoir l'initiative face à un Ray assez passif. Les enfants ont leur caractère, et même si Robbie incarne un petit peu le stéréotype de l'enfant rebelle, il parvient à agir d'une meilleure manière que son père pour aider les autres. Et surtout aider sa sœur qui l'écoute et qui le respecte davantage que son père. Ouais bah quand elle verra que c'est lui qui jouera Sangoku. Il ne faut pas non plus réduire Dakota Fanning à une simple fille au cri strident. Ses réactions naturelles d'une fille de 11 ans permettent d'ancrer le spectateur dans le récit et de faire réaliser à Ray l'horreur de ce qu'il se passe. Elle livre une performance incroyable, en incarnant une jeune fille mature, en panique, et qui tente d'aider son père comme elle peut. On peut même, en extrapolant un petit peu, voir Harlam comme étant plus valeureux que Ray. Même s'il est clairement montré comme quelqu'un de taré, voire conspirationniste, il tente de survivre par n'importe quel moyen, et sera toujours empêché d'agir par Ray qui privilégie la discrétion et la fuite. Face à lui, Ray réalisera qu'Harlam est dangereux pour la vie de sa fille, et il se saillira les mains pour la protéger. Un nouveau tournant du personnage. Toutes ces relations autour de conflits impliquent le spectateur. Des enjeux personnels se mêlent à un enjeu plus global, qui crée de l'empathie envers les personnages qui souffrent sans avoir de répit. Ils sont à bout de souffle et on suffoque avec eux. Et encore une fois, Spielberg montre l'étendue de son talent avec une mise en scène magistrale. Ce film est bluffant. La mise en scène, le cadrage, la lumière, le montage, la musique, tout est soigneusement millimétré pour que Spielberg nous enferme dans une atmosphère oppressante et angoissante, pour qu'il nous fasse vivre cette attaque au plus près. Le film a 15 ans, il n'a pas pris une ride, et surpasse même plusieurs blockbusters sortis ces dernières années. Jamais je pourrais rendre entièrement honneur à l'œuvre, tant elle fournit de trouvailles et de richesses. Mais ce que je peux dire, c'est que la nouvelle collaboration avec Janusz Kaminski porte encore ses fruits, pour atteindre un niveau de tension rarement égalé, voire qui dépasse celle du soldat Ryan. On retrouve les fameux gimmicks de réalisation propres au cinéma Spielbergien, comme ce fameux jeu des perspectives, où on filme une action en arrière-plan, et on se focus par surprise sur quelque chose au premier plan.
Ce fameux mouvement pour filmer les personnages en gros plan et les mettre parfaitement en valeur, et surtout cette lisibilité parfaite dans les scènes d'action. Gimmick qui s'implante naturellement dans l'intrigue, et qui répond au mieux à ce désir d'oppresser le spectateur. La composition des plans permet de représenter le fil rouge de l'histoire avec ce conflit familial. Beaucoup de split-screen naturels où les personnages sont très souvent séparés par des éléments du décor, ou encore pour séparer les aliens des hommes, avec cette idée mais tellement incroyable du miroir dans la cave. Ce plan est dingue! Ce qui me permet de m'interroger sur ce visuel de vitre brisée, qui enfermerait et qui revient 3 fois. J'avoue humblement ne pas savoir ce que cela représente. Mais il arrive quand même à garder une certaine unicité qui dénote. Le film regorge ainsi de plans iconiques et de séquences monumentales, entre le décor cauchemardesque de l'avion écrasé, les différents plans séquences, ou encore les grandes scènes aux grosses courtes focales. Tout cela permet de mieux nous ancrer dans l'horreur des événements, dans une dynamique folle qui nous implique pour qu'on soit au plus près de l'action, et pour nous faire émerger des émotions fortes. Un mélange de beauté et de stupeur s'empare de nous. Une des scènes les plus mémorables est celle dans la cave d'Harlem, quand une des tentacules du tripode vient scruter les environs. Une séquence à la maîtrise sans pareil sur les perspectives et la lumière, avec son rythme et son montage qui rappelle d'ailleurs une séquence avec des raptors. J'ai été emporté par la puissance visuelle et émotionnelle de cette scène, avec sa musique discrète, ce silence macabre, et le son du tripode plutôt strident. Cette scène résume à elle seule toutes les idées de mise en scène. Il y a une énorme dimension sur les jeux de regard dans le film, sur le visible et le non visible. Une manière pour Spielberg d'amplifier l'horreur, en nous montrant à la fois de manière crue l'extermination des humains, de l'autre pour dissimuler l'atrocité des humains, ou nous plonger dans une certaine incompréhension. Le non visible et le hors-champ deviennent une source de l'horreur, car l'homme a peur de l'inconnu. Un jeu habile pour mieux nous surprendre. Globalement, l'imagerie est très sombre, avec une lumière très contrastée et une teinte assez bleutée. Plusieurs fois, j'ai été ébahi devant cette lumière, qui traduit au mieux la gravité des événements et surtout l'évolution des personnages. L'imagerie rayonnante de l'introduction se dégrade au fur et à mesure, pour adopter une teinte morne, grise, puis nettement plus obscure. La lumière est somptueuse. Spielberg nous emporte sans jamais laisser reposer le rythme. Le récit est posé dans l'urgence. Tout va très vite, mais à aucun moment, on est perdu face à des scènes illisibles. Le montage glorifie cette lisibilité et apporte une dynamique folle au film. Mais comment ne pas parler de toute la dimension sonore du film? Et c'est sans doute ici son atout principal. Passons d'abord l'évidence même avec la composition orchestrale de John Williams, qui est toujours aussi incroyable et prenante. Est-ce qu'il a déjà fait une fois une mauvaise composition? C'est surtout le sound design du film que j'aimerais mettre en valeur. L'absence de musique met en avant certains sons qui s'imprègnent dans notre esprit. L'idée est que sur tous les fronts, les personnages sont assaillis de part en part, sans aucune possibilité de fuite, que ce soit sur le champ visuel ou auditif. Les tripodes sont partout et nulle part à la fois. Soutenus par un mixage sonore parfait, nos sens sont éveillés en permanence. En bref, j'adore ce film, je le trouve incroyable. Sa réalisation, sa lumière, ses thématiques, et surtout ses personnages qui sont beaucoup plus consistants qu'ils ne le paraissent. Mais qu'est-ce qui a vraiment gêné avec ce film ? Spielberg l'a avoué lui-même. Il n'aime pas la fin du film, comme la plupart des spectateurs. On l'avait vu avec Awamet, conclure une œuvre est sans doute l'étape la plus compliquée. Elle doit répondre de manière cohérente aux enjeux et surtout être cohérente avec le parcours des personnages. 2 éléments sont à retenir pour ce final plutôt controversé, la défaite expéditive des tripodes et le fameux happy ending. Pour la première, il faut mentionner qu'elle est presque copiée-collée à l'œuvre de Wells, notamment avec le monologue de fin. Mais si ça fonctionne dans le livre et dans le film de 53, c'est parce que les extraterrestres arrivaient depuis l'espace. Or ici, ils étaient enfouis sous terre. Donc ils étaient déjà là et auraient pu s'adapter. Ou alors on peut dire que ces monstres n'étaient pas habitués à l'air extérieur. Dans tous les cas, l'idée est intéressante, mais reste discutable sur son exécution. Mais comment apporter une fin satisfaisante sans tomber dans le cliché? Là où le final est plus critiquable, c'est la scène avec Ray qui arrive à ramener sa fille à sa mère et qui retrouve son fils. Une happy ending aux allures mièvres qui casserait toute la portée dramatique. Mais est-ce qu'on fait vraiment face à une happy ending? Beaucoup de gens théorisent sur une fin hallucinée où Ray s'imagine que son fils aille bien, et qu'il s'en soit sorti. Déjà difficile pour Robbie d'avoir survécu après l'attaque.
Le revoir reposerait sur du miracle. C'est possible, mais ce serait trop gros. Plusieurs indices nous permettent de valider cette théorie, que Spielberg ne refute pas. Tout d'abord, comme l'introduction où un semblant de vie idyllique s'installe chez Ray, la lumière est surexposée, signe souvent relié à la rêverie. Ensuite, nous ne voyons jamais clairement le visage de Robbie. De dos, de profil, en contre-jour, rien dans l'image ne l'identifie clairement. Tout un jeu de regard et de montage s'installe entre les différentes réactions, et rien ne paraît évident quant à la finalité du destin de ces personnages. Ce ne sont que des spéculations, mais dans un contexte aussi morbide, cela pourrait coïncider. Dans une histoire, le protagoniste suit un parcours et une évolution. L'enjeu narratif principal concerne cette évolution, qu'elle soit mauvaise ou positive, et le personnage se doit de changer de caractère suite aux événements qu'il subit. Ray est un personnage égoïste qui ne cherche pas à changer, mais en vivant cette guerre, il apprendra à aimer ses enfants et à essayer d'être un bon père. En ayant ramené sa fille, mais pas son fils, Ray n'aurait rien accompli, car il n'aurait pas complètement réussi son évolution. La survie de Robbie serait soit une récompense pour ses efforts, ou un Ray qui hallucine et qui veut se rassurer, pour se dire à lui-même qu'il a bien fait de laisser partir son fils, et qu'il a réussi son parcours. Spielberg a expliqué que la fin pouvait avoir plusieurs niveaux de lecture. J'aime bien les deux versions, et je dis pas que ce sont les bonnes, mais je pense qu'il fallait une fin heureuse. Une bouffée d'air frais pour les spectateurs qui étaient scotchés à leur siège. Chacun aura sa propre vision, mais conclure un film catastrophe avec une femme malheureuse, c'est beaucoup trop risqué, surtout pour une œuvre de cette ampleur. La guerre des mondes est magistrale, une œuvre bouleversante qui nous emporte dans une vague d'émotions fortes. Sa maîtrise visuelle et narrative en font une vraie leçon, que personne n'arrivera à surpasser. Même avec l'étiquette de Entertainment King, Spielberg a su à chaque fois nous prendre à revers quand il a voulu aborder des sujets plus sombres et sérieux. Un réalisateur qui n'a jamais mis de côté sa personnalité et ses émotions dans sa vision cinématographique, pour nous faire vivre une expérience toujours aussi émouvante et inoubliable. Chaque film de Spielberg traduit un passage de sa vie, et à chaque fois, il se renouvelle pour attirer un plus grand nombre, sans lésiner sur la portée dramatique de ses œuvres. Avec ce film, vous verrez une œuvre heurtante, qui se veut comme le reflet d'une époque emprise par la peur. Spielberg a marqué le cinéma, et La Guerre des Mondes en est une preuve édifiante. La Guerre des Mondes est une œuvre dont on ne ressort pas indemne. Si vous ne l'avez jamais vue, c'est l'occasion ou jamais. Mais surtout n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.